Le matin, en te regardant dans le miroir, tu vois un type ordinaire, à l'air ensommeillé, le visage bouffi, qui a migré d'un côté pendant la nuit. Tu fixes ton reflet comme une limande séchée, tu claques des lèvres d'un air endormi, mais tu ne remarques rien d'effrayant dans le miroir. Je suis normal. Oui, un peu fatigué, brisé, violé, mais au fond une personne ordinaire. Mais est-ce vraiment le cas? Es-tu vraiment humain? Qu'est-ce qui, précisément, dans ton comportement, ce réflexe de passer d'un stéréotype à l'autre, te rend humain? Qu'y a-t-il dans ta psyché, dans ton programme monotone et obsessionnel, qui n'existe pas, par exemple, chez un cochon ou une poule dressée? Peut-être es-tu le même type de biorobot, contrôlé par un programme. As-tu déjà vu des gens qui marchent, voûtés, traînant les pieds, errant affamés dans la ville à la recherche de chair dans laquelle planter leur bouche pourrie? Prends une minute et tu verras. Que de là, dans le miroir, à travers le masque flasque de ton visage, te fixe le même regard mort. Un regard de zombie. Comment savoir si vous êtes un zombie? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ça, au juste? Zombisme. Existe-t-il vraiment? Ou peut-être pas du tout? Peut-être s'agit-il simplement d'une étiquette utilisée pour faire taire les personnes qui ont des opinions différentes. Cette chèvre ne pense pas comme moi. Il était zombifié. Je suis moi-même normal. J'ai fait des études, j'ai l'esprit critique et j'ai une vision sceptique des choses. Et lui, il avale tout ce que la télé lui sert à la louche. Oui, moi aussi je reste scotché devant la télé pendant des heures, mais c'est différent. Moi je suis un spectateur critique. Ma pauvre, tu es critique, mais on te gave des mêmes ordures sorties du seau. Ou tu crois que ton adversaire se prend pour un idiot, qu'il n'a pas fait la même école que toi. Il n'a pas fréquenté l'université. Un zombie doit être instruit. C'est même encouragé, car c'est justement à l'école qu'on lui a bourré le crâne de dogmes zombifiants. C'est là qu'on lui a brisé la volonté et la capacité de prendre des décisions. De penser autrement que selon les schémas, d'avoir une opinion. À l'école, au lieu d'apprendre une méthode pour résoudre les problèmes, l'enfant recevait des hochets de citations et de dogmes, qu'il agite maintenant à tout va. Terrifié, comme un singe de cirque en robe, devant un public qui éclate de rire, tandis que la vie le fouette au visage, lui brise le dos dans un craquement, le déforme et le viole, jusqu'à ce que l'enfant se dégonfle et se ratatine en une boule informe de chair, frémissant sous les impulsions des programmes. Ces programmes fonctionnent en toi en ce moment, ils bourdonnent, ils façonnent ton comportement, tandis que la conscience flotte simplement à part, suspendue à un fil, comme un pompon sur un bonnet, et elle ne participe pas à la prise de décision. Ton moi n'est qu'un effet secondaire de la psyché, des interférences qui crépitent en arrière-plan et n'influencent rien. Comment détecter le zombie en soi, le tuer et retrouver son humanité? Ce n'est pas facile. Pour cela, il faudra apprendre beaucoup de choses, repenser sa vie et vivre en soi-même, comme on guérit les oreillons dans l'enfance. Mais pour commencer, il suffit simplement d'arrêter de se curer le nez et d'élargir sa base de concepts et de terminologie. Autrement dit, assimiler un certain nombre de nouveaux concepts. Comprendre que le cerveau, ce n'est pas une petite bouillie rose et laiteuse dans la boîte crânienne, mais un complexe algorithmique à plusieurs niveaux, qui ne travaille pas pour toi, mais pour celui qui sait s'en servir, celui qui a accès à ta psyché. Alors détends-toi et plonge-toi dans la théorie. Même un idiot comprend que l'être humain, c'est bien plus qu'un simple squelette et de la chair recouvert de peau. L'homme est un système à deux niveaux. C'est-à-dire, il se compose de A, le corps, et B, des programmes qui sont installés sur ce corps dès le début. Tout est clair. Le corps, on peut le toucher, le voir, l'emmener à la clinique si jamais il tombe malade. Le corps est étudié en détail à l'école en biologie, mais pour ce qui est des programmes, c'est le flou total, comme s'il n'existait pas du tout, c'est un domaine de superstition. Imaginez un berger du Moyen Âge, assis dans une clairière, gardant ses moutons et écoutant les oiseaux. Soudain, quelqu'un s'approche, lui jette un ordinateur portable sur les genoux et dit « Écoutez, non pas par faveur mais par amitié, pour Photoshop s'il vous plaît. Voici cette image, réduisez-la de moitié et envoyez-la moi par courriel. » Quoi? Post n'avait jamais vu d'ordinateur? Au mot Photoshop, il commence à se signer. Le pauvre va commencer à examiner l'ordinateur, à se gratter la tête, et finira par décider que c'est un excellent repose-chaussures. C'est pareil pour toi. Comment fonctionne ton ordinateur de tête? Ta psyché, qui en sait quelque chose.
Quoi? Elle fonctionne d'une façon ou d'une autre. Tu es exclusivement concentré sur ton corps, sur ses mouvements, ses sensations, sur sa satiété et sa sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta psyché, avec ton logiciel interne? Quels bugs et virus s'y trouvent? Qui s'en soucie? C'est de la diablerie, des zones d'ombre. Ça fonctionne tout seul, et tant mieux. Autrement dit, tu traites ta psyché comme un repose-chaussure. Elle est là, elle bourdonne, elle calcule quelque chose, elle réagit au contact. Mais comment utiliser sa psyché, Dieu seul le sait. Souviens-toi, l'être humain a un système d'exploitation. C'est sa psyché. De la même façon qu'un ordinateur fonctionne sous Windows ou macOS, toi aussi tu as ton propre système d'exploitation. La psychose. La psychose se compose de deux parties. La conscience et les niveaux inconscients de la psyché. La conscience, c'est ce que tu perçois et comprends. Voilà. Là, je suis assis et je sens le sol sous mes pieds. Je vois une mouche grimper sur le mur. Je remarque ses pattes noires. Si je veux, je peux l'écraser maintenant. Ou pas, si je n'en ai pas envie. C'est ça, la conscience. Et l'inconscient, c'est ce qui est profondément en toi, qui pense tout seul, traite l'information de manière indépendante, sans te déranger ni te distraire de ta vie. C'est très pratique. Par exemple, qui contrôle la division des cellules dans ton organisme? Elles se divisent toutes seules? Oui, non, toutes seules, même les mouches. C'est toi qui les contrôles. Mais comme il y a des trillions de cellules dans ton organisme, pour que toutes ces innombrables opérations ne te distraient pas en permanence, ta psyché est divisée en deux niveaux. Le conscient et l'inconscient. Le conscient, ce n'est qu'une toute petite, minuscule partie de ta psyché. Un grain de sable. La plus grande partie de la psyché, c'est un immense océan d'inconscient. Il est difficile de décrire à quel point l'inconscient est immense. Imagine le désert du Sahara. Eh bien, tout son sable, c'est ce dont tu n'as pas conscience. Tout ce qui se passe en permanence en toi, qui bouillonne et dont tu n'as même pas connaissance. Et seule une petite poussière, un minuscule grain de sable, c'est ce que tu as pu réaliser et intégrer dans ta réflexion. Autrement dit, ton moi, ta personnalité, ce Vassia Petrova dans lequel tu te vois, c'est ce grain de sable, alors que ta véritable personnalité, le reste de toi, ta masse psychique principale, est dissoute profondément dans l'inconscient. Le grain de sable dans lequel tu es placé, comme dans un œuf, ne repose pas sur le sable. Elle est éloignée du désert de milliards de kilomètres, loin dans l'espace. Et ces kilomètres de vide sans vie, c'est un gouffre. Il y a un gouffre entre la conscience et l'inconscient. Ce gouffre est nécessaire pour protéger tes systèmes internes de toi-même imbécile, pour que tu n'ailles pas y fouiner. Comme un singe avec une grenade, avec ta curiosité de poivreau et de marmite, tu ne dois pas perturber le fonctionnement des systèmes, mais c'est aussi une protection pour toi contre les systèmes, afin que tu ne sois pas noyé dans l'inconscient, et que tu puisses garder un esprit lucide et le contrôle de ce qui se passe, que tu puisses gérer ton inconscient, comme une télécommande contrôle la télévision. Ensuite, la conscience se distingue également de l'inconscient par sa vitesse de fonctionnement. La conscience est lente, primitive. Elle fonctionne comme un vieux boulier en bois, ne traitant que 15 billes par seconde et ne pouvant garder à l'esprit que 7 à 9 objets à la fois. Autrement dit, la conscience, comme je l'ai déjà dit, n'est qu'une télécommande, un petit appareil primitif, inutile en soi, qui sait juste appuyer sur des boutons, envoyer de petits signaux, mais sans le téléviseur, elle ne peut rien faire, elle traîne simplement quelque part. Cependant, si l'on y réfléchit, le téléviseur, esclave de la télécommande, toute cette machine télévisuelle obéit à la pression des boutons. Il en va de même pour les humains. L'océan de l'inconscient est le vaste désert du Sahara, esclave d'un seul grain de sable. Et ce grain de sable, en principe, n'a pas besoin d'une vitesse de fonctionnement élevée. Elle en a assez, 15 billes. La vitesse de l'inconscient est colossale, monstrueuse, il est impossible de la calculer. Il s'agit de billions et de billions. Peu. Cette performance suffit à construire mentalement une mégapole en une seconde, à la remplir de gens et de voitures. Chats errants, pigeons fouillant dans les poubelles. Retracer leur vie de la naissance à la mort. Et démanteler la ville comme si elle n'avait jamais existé. Et oubliez-le un instant en continuant à vous brosser les dents. L'inconscient est une machine de traitement de données colossale. Un cadeau offert à l'homme pour son usage. Gratuitement. Mais il ne l'utilise pas. Il noie cet ordinateur dans la bière et lui met des bottes dessus. Alors,
La psyché humaine se compose de la conscience et de l'inconscient. La conscience est petite et primitive. Elle n'accomplit qu'un cercle restreint de tâches. Principalement, elle ne fait que donner des ordres à l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui fait tout le sale boulot, résout les problèmes, dicte comment agir dans telle ou telle situation, donne des réponses à toutes les questions. Autrement dit, la conscience et l'inconscient travaillent en tandem. Mais ils ne travaillent ensemble que chez une personne normale. Voyons maintenant comment fonctionne la psyché d'un mouton, c'est-à-dire d'un débile accro à la télé et à la casserole. Chez le débile, et c'est la cause de tous ses malheurs. Le lien entre la conscience et l'inconscient est rompu. Autrement dit, la conscience est coupée de l'ordinateur et tourne en boucle sur elle-même. La personne vit et résout ses problèmes, toute seule, sans utiliser les ressources de l'ordinateur, ou seulement ses propres moyens primitifs. Avec un boulier de 15 bits, évidemment, la masse de problèmes qui s'abat sur lui l'écrase comme un gobelet en plastique. Sa vie se transforme en enfer, en cauchemar, en catastrophe naturelle. Il ne peut rien opposer à la réalité qui s'acharne délibérément sur lui, le presse et tente de l'écraser. Errant dans ses propres pensées, sans rien comprendre, il essaie de fuir les problèmes, se persuadant qu'ils n'existent pas. Mais lorsque les problèmes commencent déjà à lui taper sur la tête, il s'assoit sur un tabouret et se dit « Bon, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Mais il n'arrive plus à rien. Tous ses efforts ne font qu'empirer la situation. Et la personne finit par être broyée dans le hachoir des problèmes de la vie. Soit physiquement, soit en perdant la raison, la Skotinièvre se transforme en animal, il cesse de résister à ce qui lui arrive. Ainsi, cette façon de penser, lorsque la conscience est coupée, s'appelle la logique. On l'enseigne à l'école et à l'université. Autrement dit, la tâche de l'éducation est de couper l'enfant des niveaux inconscients de la psyché, de l'enfermer dans une coquille de conscience, afin qu'il ne voie et ne comprenne que ce qu'il peut lui-même expliquer logiquement, de façon tangible. Ainsi, il ne résout ses problèmes qu'en s'appuyant sur la béquille de la conscience. Mais la conscience n'est pas capable de résoudre les problèmes. Ce n'est qu'une télécommande qui traîne sur la table après que la télévision elle-même a été jetée, laissant la télécommande inutile. Il n'y a rien à contrôler, elle ne sait pas transformer les signaux en images, c'est-à-dire que la logique est une façon défectueuse de penser. La bonne façon de penser, c'est lorsque la conscience et l'inconscient sont reliés en un seul système, cela s'appelle la dialectique. C'est de la logique, c'est de la dialectique. Évitez simplement de lire des livres sur la dialectique de Karl Marx. Cette graphomanie a été écrite dans un seul but, pour désorienter une personne et la ramener à la coquille de la logique. Continuons. Ici, l'homme a renoncé à son inconscient. Déconnecté. J'ai coupé le câble et j'ai enroulé le fil dénudé avec du ruban isolant. Et il demeure fidèle à sa propre logique manipulatrice. Question. Et qu'adviendra-t-il de l'inconscient? Est-ce que ça va aboutir quelque part? Non, cela continuera de fonctionner. Le fait que vous ayez cessé d'utiliser votre ordinateur ne signifie pas qu'il a disparu. Il continue de traiter les informations inconscientes et assure le fonctionnement de vos systèmes de maintien en vie, y compris votre conscience. Mais désormais, il le fait sans ta participation, sans ton contrôle, de façon autonome. L'inconscient pense. Aucun ordre ne vient du centre. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans de silence. Que faire? Qui servir? Pour quels objectifs travailler? Naturellement, il travaille avant tout à maintenir la vie, c'est-à-dire pour que tu ne passes pas l'arme à gauche physiquement. Il comprend que vous rencontrez des problèmes et essaie de vous aider. Mais nous n'avons toujours pas de nouvelles de votre part. Silence. Et sans en avoir conscience, dans la perplexité, elle commence à se fixer des objectifs par elle-même. Lequel? Et ce sont les seuls qu'elle puisse produire, fondamentales, physiologiques. Autrement dit, l'inconscient commence à se mettre au service de vos réflexes et de vos instincts. Manger, faire caca et dormir. Voilà vers quoi sont redirigées toutes les ressources productives de la psyché. Une personne dont l'inconscient ne sert que les instincts et les réflexes pense constamment à la nourriture, au sexe et à la sécurité. Petite mesquinerie domestique, avidité et peur pour sa propre peau. Voilà ses priorités dans la vie. Dans cet état, il suffit de lui pousser une auge avec des épluchures de pommes de terre, et il est à toi. C'est une créature répugnante. Ce n'est déjà plus un être humain, c'est un porc. J'ai déjà parlé des 4 structures de la psyché. Eh bien, c'est la structure psychique animale.
Que doit faire une personne qui se retrouve dans une telle situation? Une seule chose. Il faut d'urgence mobiliser la volonté. C'est-à-dire, par un effort de volonté, bloquer en soi le déchaînement des réflexes et des instincts. Mettre un terme à cette saleté. La volonté se trouve toujours dans la conscience. Je répète. La volonté se trouve toujours ici, dans la conscience. La partie inconsciente de la psyché est dépourvue de volonté. Elle, comme une amibe, tremble, oscille en une masse informe, dérivant là où on la pousse. Maître, eh bien, dis-moi quoi faire, je le ferai. Je n'ai pas envie de flotter ici éternellement en boule, de matière sphécale, sans aucun but. L'amibe est dépourvue de volonté et ne peut pas se commander à elle-même. La volonté est toujours au sommet, à l'intérieur de la conscience, à côté de toi, comme un chien fidèle. La volonté peut être bloquée ou débloquée, mais elle est toujours là. Elle est ici, tout près, à portée de main, prête à l'attaque, capable de s'abattre sur la psyché comme un ouragan et de la déchirer. Il suffit de donner l'ordre « attaque ». Tu peux toujours libérer ta volonté et résoudre tous les problèmes. Mettre de l'ordre dans sa propre porcherie intérieure. Mais si la volonté est bloquée et que l'inconscient ne fait que déclencher des réflexes, alors la personne fonctionne comme un animal. Cependant, cette situation n'est pas encore la pire. Oui, l'inconscient ne reçoit pas d'ordre et commence à servir les réflexes. Mais au moins, il sert quand même. Tes réflexes. Comme il peut, il essaie d'être ton ami. Mais il arrive aussi autrement. Il arrive que l'inconscient, ayant perdu le contact avec toi et se retrouvant dans une situation sans issue, commence à faire quelque chose d'extrêmement sournois. Il commence à exécuter les ordres d'autres personnes. C'est-à-dire qu'après s'être tourmenté un certain temps, avoir gémi, il passe en mode prostituée et psychologique. Que faire? Je ne comprends pas. Mais plutôt que de ne rien faire, je vais au moins m'occuper à quelque chose. Voilà que, d'on ne sait où, j'ai reçu des instructions claires et précises. Oui, pas de la part du maître, hélas, mais au moins elles sont compréhensibles et substantielles, concrètes et simples. Fais ceci, fais cela. L'inconscient ne peut pas rester assis à ne rien faire. Il avance sans cesse, telle une locomotive. Avec fracas, sans interruption, il consomme des kilotonnes de carburant informationnel. Si tu n'arrives pas à lui formuler une tâche précise, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Quelqu'un d'autre, contournant ta conscience, endormira d'abord ta volonté comme un vulgaire clébard plein de puces. Donc voilà, la conscience est isolée et sans conscience, on exécute les ordres d'autrui venus de l'extérieur. Des milliers et des milliers d'ordres que tu n'as jamais vus ni entendus, mais que tu as volontairement téléchargés sur tes serveurs, absorbés à travers ta peau comme des vitamines. Ces ordres t'ont enveloppé d'une toile, t'ont recouvert comme une mouche, mais tu ne les vois absolument pas parce que la conscience est exclue de ces processus. Tu restes assis dans ta coquille et tu ne peux qu'écouter, l'oreille collée contre la coquille, ce qui se passe dehors. Et là, ton inconscient, livré à lui-même, aspire toutes ses commandes comme un aspirateur et commence à les exécuter avec acharnement. Et c'est une catastrophe, car la personne se retrouve prise en otage. La capacité de traitement de sa conscience, 15 bits, n'est pas capable de rivaliser avec ce flux d'informations. La personne ne peut même plus distinguer sa propre opinion d'une obsession qui vient de l'intérieur, car le mécanisme de différenciation plonge ses racines, au plus profond des eaux de l'océan de l'inconscient. Au final, la personne qui devrait être le maître de son inconscient en devient l'esclave. De l'extérieur, cela ressemble à ceci. Extérieurement, il paraît normal, intelligent. Et une personne apparemment saine d'esprit commence soudain à se comporter comme un crétin limité, cessant de distinguer le réel de l'imaginaire, le dangereux de l'inoffensif, l'important de l'insignifiant. En fracassant les murs de ses cornes, balayant les obstacles, il exécute un programme mystérieux connu de lui seul. Dieu vous en garde de commencer à critiquer ce programme. Pour le crétin, c'est une insulte personnelle. Il peut garder le silence, mais il ne vous le pardonnera jamais. Le crétin est recouvert de mécanismes de défense. Un énorme casque blindé protège son cerveau de toute tentative de le raisonner ou d'influencer son programme. C'est un zombie. Il ignore la réalité et ne fait que répéter en mode perroquet magnétophone la même consigne. Toutes les saletés qui viennent de l'intérieur, de sa propre fosse psychique, il les perçoit comme son opinion personnelle, fondée et soigneusement réfléchie. Aussi idiote que soit l'instruction, à ses yeux, elle est sacrée. Et maintenant, réfléchis, toi, spectateur. Combien de décisions as-tu prises toi-même au cours du dernier mois? Sans l'aide de personnes extérieures.
sans la télévision, sans mon aide, sans les instructions de ta garce de copine, dont tu es l'esclave sexuel, sans les clichés qu'on t'a fourrés à l'école, sans les ragots relayés dans les actualités. Car toute cette masse fécale d'instructions a été absorbée par ton inconscient, et elle t'a été servie à la consommation. Tu te lèves simplement le matin, tu prends une cuillère et tu puises ces excréments dans le tonneau. Comment influencer ton inconscient? Comment le raisonner? Comment le nettoyer de l'algorithmique toxique, comme on lave un cochon sale? Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, il faut débloquer la volonté. Sans volonté, tu es perdu de toute façon. Sans elle, tu es une poubelle ambulante dans laquelle s'accumulent les déchets de la vie sociale. Peu importe à quel point tu es cool, intelligent ou riche, car quand on voit une poubelle, on a envie de quoi? On a envie d'y jeter quelque chose. Et on jettera toujours des déchets sur toi. Dans ta tête, dans ta poubelle, il y aura toujours des immondices algorithmiques qui pataugeront. Cependant, la volonté ne suffit pas pour contrôler l'inconscient. Il est bien plus intelligent que toi. Pour remettre ce Terminator à sa place, il faut savoir comment il fonctionne. Ainsi, la psyché humaine est composée de blocs de construction, comme des Legos. Un bloc, c'est un petit morceau d'information. Les blocs s'assemblent entre eux en chaînes. Les chaînes sont appelées des algorithmes. Prenons un algorithme et regardons de plus près ce que c'est, en essence. En termes simples, un algorithme est une séquence d'actions à effectuer étape par étape pour accomplir une tâche. Autrement dit, un algorithme est une instruction pas à pas. Par exemple, disons que nous devons faire des œufs au plat. L'algorithme sera le suivant. Première étape, prendre une poêle. Deuxième, y verser de l'huile. Troisième, y casser un œuf, et ainsi de suite. Il est évident qu'il existe différents types d'algorithmes. Des simples, comme une ligne droite, et des complexes, avec des boucles, des embranchements, du parallélisme, etc. Les algorithmes à embranchement, par exemple, c'est lorsqu'il n'y a pas d'action clairement définie, mais un choix à faire. On peut faire comme ceci, ou bien autrement. Et alors le chemin se ramifie, offrant une liberté de déplacement dans l'algorithme. C'est-à-dire qu'à l'entrée, l'algorithme reçoit une requête, par exemple tes plaintes, sur le fait que tu as faim. Et à la sortie, il donne une omelette. Le problème est résolu. Mais parfois, il ne s'agit pas de résoudre le problème, mais seulement de l'évaluer. C'est-à-dire comprendre si l'on peut manger une omelette, s'il est raisonnable de la faire frire ou s'il vaut mieux la faire bouillir. Faut-il même se goinfrer le soir en général? C'est aussi un travail. De l'algorithme. Il calcule étape par étape comment tu dois réagir à quelque chose, comment y répondre et ce que tu dois ressentir. Autrement dit, il semble à la personne que c'est elle qui prend la décision. Après tout, c'est à elle que l'idée est venue à l'esprit de faire quelque chose. Et il a pris et il l'a fait. En réalité, ce qui lui est venu à l'esprit a d'abord été traité par des millions d'algorithmes. Ce qui est entré dans le premier bloc du premier algorithme et ce qui en est sorti à la fin, ce sont des choses différentes. Tu voulais par exemple manger une pomme, et au final t'as sauté par la fenêtre. L'algorithme a ainsi interprété ton désir. Autrement dit, un algorithme est une instruction inconsciente, une petite chaîne de blocs. Elle reste tranquillement dans un coin, prend la poussière et ne dérange personne, tant qu'on ne la touche pas. Mais il suffit de toucher l'algorithme par hasard, du bout des doigts, pour qu'il s'active instantanément comme un robot. Et tu n'auras même pas le temps d'ouvrir la bouche, ce qui est entré dans l'algorithme sera traité par lui. Et il sera restitué sous forme de conséquences. Ainsi, la psyché est composée de ces petits blocs. Tous les algorithmes ne sont pas seulement reliés entre eux en un réseau unique, mais ils sont aussi organisés selon une hiérarchie précise. C'est-à-dire que certains algorithmes dominent les autres, certains sont l'élite, d'autres la force ouvrière, et d'autres encore des rebuts que la psyché cherche à éviter à tout prix. Dans ce petit monde, il y a ses propres zones de quarantaine, des prisons où sont détenus des algorithmes dangereux, des décharges pour les déchets, des cimetières, et ainsi de suite. Il y a des trillions d'algorithmes, et ils se multiplient sans cesse. En effet, des flots d'informations parviennent constamment à l'être humain. Ton inconscient est un immense univers de données structurées. Et cet ensemble algorithmique a été créé et n'existe que pour une seule chose.
Pour t'aider, encore une fois, pas pour te détruire, mais pour t'aider à accomplir ta mission principale, la raison pour laquelle tu es venu au monde, la raison pour laquelle la vie t'a été donnée. Tu ne crois tout de même pas qu'on t'a donné la vie juste pour rester allongé sur un canapé? Bref, on comprend à peu près quel genre de bête est un algorithme. Alors, comment mettre de l'ordre dans cette machine d'automatisme, dans cet océan inconscient? Il est impossible de contrôler chaque petit cube, n'est-ce pas? Il doit y avoir un système, simple et compréhensible, pour gérer tout cet ensemble. Et cela, de façon à ce que cela ne te détruise pas, en te jetant sous un train ou en t'empoisonnant à la vodka. Mais aussi pour que cela rende ta vie heureuse, joyeuse et pleine de sens. Et un tel système existe. Donc l'inconscient reçoit des ordres. Mais pas de toi, de tes ennemis. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans, tu es assis avec une bière sur le pot, à moitié dans le coma. Après avoir reçu ces ordres, l'inconscient les envoie pour traitement par des algorithmes. Après avoir mariné dans les algorithmes, les ordres sont digérés, décomposés en de nombreuses tâches, les tâches en sous-tâches et celles-ci en initiatives. Et les initiatives déjà prêtes te parviennent tout en haut. Et toi, comme un zombie, tu te précipites pour les exécuter. Tu sautes littéralement du pot. Mais qu'est-ce qui contrôle les algorithmes eux-mêmes? Ils ne peuvent pas simplement tous se jeter sur la tâche en même temps pour la résoudre, en se bousculant les uns les autres comme dans une orgie sauvage. Ils sont des trillions. Non, bien sûr, ce sont précisément les algorithmes qui doivent fonctionner qui fonctionnent. Ceux à qui c'est permis, ceux qui sont choisis. Et ceux à qui ce n'est pas permis restent tapis comme des souris et ne pointent pas le bout de leur nez. Mais choisis par qui? Qui organise l'algorithmique? Qui décide quelles instructions peuvent être utilisées et lesquelles non? Lesquelles doivent être étouffées dans l'œuf? OMS, ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Vous êtes inconscient. Mais voici la question la plus importante. Cela se fait grâce à une chose incroyable dont nous allons parler maintenant. Un système spécial tel un dôme est érigé au-dessus des algorithmes et les maintient dans des pinces en acier. Moufle de banc. Autrement dit, le traitement de l'information dépend de ce système de supervision. C'est une sorte de petit Gestapo qui harcèle les algorithmes, les réprime ou les encourage quand il le juge nécessaire. Chaque personne possède ce dôme de surveillance et il s'appelle la moralité. Un mot familier, n'est-ce pas? Même galvaudé. Mais comment fonctionne-t-il exactement? Premièrement, retiens bien. La moralité. La moralité, c'est le mot le plus important de ta vie. Maman, la patrie, tout ça, c'est en deuxième position. Alors écoute attentivement. La moralité, c'est un ensemble de paramètres et de leurs valeurs concernant ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, paramètre 1, tuer. Est-ce bien ou mal? Cela dépend pour qui. Cela peut être un bien, 2, mal, 3, inconnu, c'est-à-dire difficile à déterminer, et 4, aucun avis. Dans cette case, chaque personne a son propre chiffre. Et dans les autres cases, en face d'autres paramètres aussi. Et tous ces chiffres ensemble, il y en a bien sûr des milliers, constituent ta moralité. Cette série de chiffres définit la personne, qui elle est. Un salaud, un hypocrite fanfaron ou une personne développée. Un vrai homme avec une âme simple, pure et sincère. Ce n'est pas ce que la personne raconte sur elle-même, ce qu'elle vante comme vertu et à quoi elle croit elle-même. Même si elle pleurniche, se lavant le visage de larmes, en parlant de combien elle a pitié d'un oiseau ou de comment elle a donné une pièce à un sans-abri. Mais la série de chiffres. Celui qui a pitié d'un oiseau peut rentrer chez lui et pisser dans l'évier. Monter sur sa fille, en pleurs et le suppliant de ne pas le faire. La briser et partir à la pêche. Ferrant sur le limchick. Le fait que tu aies pitié d'un oiseau ou que tu cèdes ta place à une vieille dame ne dit rien de ta moralité. La moralité, c'est seulement ce que tu fais réellement dans la vie. Ce qui est inscrit dans les cases et intégré dans l'algorithme de ta psyché. C'est-à-dire qu'il existe une moralité réelle et une moralité déclarée. L'homme peut même croire lui-même à sa moralité déclarée. Se voir réellement ainsi. Mais en réalité, ce ne sont que ces vaines manies, ces fantasmes. Autrement dit, lorsque les algorithmes calculent votre comportement, ils sont toujours pris dans l'étau mortel de la moralité. Ce qui peut être calculé et ce qui ne le peut pas. Tout passe par un contrôle. Un contrôle des plus minutieux. Chaque bit d'information, chaque détail. Aucune improvisation ne passe inaperçue aux yeux vigilants de ce surveillant.
Peu importe à quel point l'algorithme est rusé, si vous avez une interdiction morale, par exemple sur l'alcool ou le vol, alors c'est fini, l'algorithme s'arrête. Pour ne pas boire, il n'est pas nécessaire de se retenir, de se supplier, de se tourmenter, de se lier les mains. C'est inutile. Il doit y avoir une interdiction morale. Tu sais que la boisson fait de toi un esclave. Être esclave, c'est acceptable pour toi. Si c'est le cas, de quoi parle-t-on? Aucune exhortation, aucun codage, aucune visite à l'église ne te sauvera. Tu seras un alcoolique. Car il n'y a pas de problème avec l'alcool. C'est juste que tu es un esclave. On s'essuiera toujours sur un esclave, on lui crachera au visage, on le fera boire de la pisse. Oui, je bois juste une petite bouteille de bière après le travail. Non, tu bois de la pisse. Car c'est exactement ce que pense ton psychisme. C'est une fausse sceptique d'esclave psychique qui vient en supplément à la bière. Elle déverse dans ton inconscient des millions d'algorithmes destructeurs